Bonjour à tous, dans cette vidéo d'architecture, nous allons parler du format JSON. Le format JSON, c'est un format de données, comme je l'ai indiqué, pour stocker et représenter des données structurées, c'est-à-dire un format où vous allez pouvoir enregistrer de l'information ou l'utiliser dans les différents programmes, les applications, pourquoi pas même les sites web que vous allez développer. Et je vais vous détailler un petit peu ça, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est un format que vous serez sûrement amené à utiliser, à rencontrer un jour, si ce n'est pas d'ailleurs déjà fait au moment où je fais cette vidéo. Ça a été inventé par Douglas Crockford, qui est donc actuellement travaille chez PayPal et qui a créé ce format. Donc il a beaucoup fait de travaux concernant le langage JavaScript, parce que vous allez voir que le format JSON, à la base en tout cas, fait vachement penser et est rattaché au langage de programmation JavaScript. Et c'est dans les années 2000, donc 2002, je crois que c'est plus ou moins la date exacte, même s'il y a eu des travaux bien sûr qui ont évolué au fil du temps, a mis au point ce format de données, donc on va voir un petit peu après en détail, et qui, encore une fois, va pouvoir être utilisé ensuite dans l'ensemble des applications que vous avez. C'est aussi, cette personne est aussi à l'origine d'un outil qui est JSLint, donc un outil qui permet notamment de faire de l'analyse syntaxique du langage JavaScript, et même par exemple pour pouvoir valider votre code écrit en JSON, comme je vous l'expliquerai peut-être un petit peu en détail par la suite. Voilà pour la définition, la présentation, très clairement par rapport à ça. Voici à quoi peut ressembler en tout cas un fichier que vous allez écrire en JSON. Le format, enfin l'extension plutôt du fichier sera tout simplement JSON, voilà, donc JSON, très simple, et vous allez retrouver ce type de code, en tout cas ce type de syntaxe, des représentations en tout cas des données dans votre fichier. Comme vous le remarquez, on observe qu'il y a ici une paire d'accolades principales qui font en fait la partie on va dire de base au niveau de la représentation des données. Et ensuite, on retrouve différents formats selon, et je vous ai un petit peu énuméré tout ça, un peu détaillé tout ça, selon les types de données que nous allons avoir. On va retrouver en JSON principalement 6 types. On va retrouver les types scalaires, donc les types qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs même dans les langages de programmation, à savoir par exemple ici vous avez la chaîne de caractères, j'en ai représenté deux. On a ici un nombre, on retrouve ici des nombres à virgule flottante qui sont présents dans ce cas, mais je vais en parler un petit peu après. On a bien sûr la présence du booléen, et on pourrait aussi avoir simplement pas de valeur indiquée, mais pour autant avoir cette information ici. Parce que vous voyez que tout fonctionne par une paire, en fait, clé-valeur. À la base ici, ce serait, si on parle de JavaScript, représenté justement par un objet en JavaScript. Et un objet, c'est justement cette syntaxe à base d'accolade et un couple de clé-valeur. C'est pour ça qu'on retrouve ça à chaque fois. Donc des chaînes de caractères, comme vous le voyez ici un nombre qu'on retrouve, là nous avons un booléen. Si nous ne voulions pas indiquer de valeur en particulier sur un champ ici, sur une clé, eh bien nous metterions la valeur nulle, NU2L, si on veut. Je ne l'ai pas mis ici dans l'exemple, parce que c'est assez simple à retenir, et vous l'avez très souvent rencontré aussi en programmation, mais ça fait partie des types, en tout cas des usages qu'on a avec ce format JSON. Et ensuite on a des types que vous voyez un peu plus composés, donc un peu plus complexes, avec notamment ici ce qu'on va qualifier donc de tableau. Voilà, on a un tableau qui va représenter différentes valeurs ordonnées. Donc là, pour ceux qui ont reconnu, j'avais fait un exemple en fait de fichier qui serait issu par exemple du jeu Minecraft. Et on a donc ici une liste d'objets. Et ici, nous avons à nouveau un objet. Voilà, ce qui peut être représenté que comme étant un objet, où on retrouve à nouveau cette syntaxe. Vous voyez, on ouvre des accolades. Et à nouveau, on peut écrire différents champs comme ça, donc des paires, clés, valeurs. Donc bien sûr, vous pouvez cumuler. C'est-à-dire qu'ici, dans votre tableau, vous pourriez faire un tableau d'objets. Donc dans votre tableau, avoir en fait un élément comme ça, et ensuite, comme valeur, vous ouvrez des accolades et vous mettez d'autres éléments. On peut bien évidemment imbriquer beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs très souvent là où on peut voir aussi la limitation ou quelques inconvénients de ce format de données, c'est que justement, si on a énormément de profondeur dans les différentes clés-valeurs qu'on a, on peut se retrouver avec beaucoup d'éléments qui sont intégrés dans d'autres éléments, à nouveau dans d'autres éléments, et ainsi de suite. En tout cas, ça va être très pratique de manipuler ce genre de format par rapport à tout ce que vous allez faire en programmation et en développement web. Quels intérêts finalement d'utiliser ça? Comme vous l'avez vu, et je vais repasser un petit peu à temps là-dessus, la syntaxe est simple, elle est concise. Et en plus, c'est une syntaxe qui est humainement lisible. Donc ça, c'est pratique. Même si vous n'êtes pas développeur, un non-développeur pourrait parfaitement lire et comprendre ce type de fichier. Donc c'est vraiment un format de données qui est très, on va dire, accessible, humainement parlant. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément interprété par une machine. L'humain est parfaitement capable de le lire. Donc ça, c'est quand même le bon côté, un côté intéressant de ce format-là. On peut remarquer aussi, puisque je vous les ai indiqués ici, même s'il manque la valeur nulle que je n'ai pas notée ici pour que ce soit complet,
eh bien qu'on a peu de types finalement. Donc il n'y a pas besoin de trop se poser la question sur quoi utiliser, comment utiliser, ce qui évite d'avoir des dizaines et des dizaines de syntaxes différentes. On voit que les chaînes de caractères sont représentées par les doubles guillemets. Pour les valeurs numériques, on les indique telles quelles. Pareil pour la valeur booléenne, pareil pour la valeur nulle. Et après, bien sûr, les tableaux sont représentés par des crochets, avec nos valeurs ici ordonnées, et les objets sont représentés ici par des accolades, je vous rappelle, par une composition de paires de clés et valeurs. Donc, comme on retrouve en fait ici de base. Voilà, ça c'est, on va dire, le plus classique. Et bien sûr, et c'est là aussi d'autant plus l'intérêt de ce format, c'est que c'est quelque chose d'abstrait. Donc vous allez pouvoir vous le représenter dans tous les langages de programmation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Déjà, même, je pourrais même dire sans programmation. C'est-à-dire, si vous vouliez représenter des données pour pouvoir les utiliser en informatique, par une application, un logiciel, éventuellement un script, un programme, peu importe, eh bien, on pourrait représenter et même presque écrire à la main en fait ces données-là. Ce ne serait pas forcément le plus passionnant, mais on pourrait le faire, puisque c'est un fichier texte en fait, hein, c'est du texte brut. Donc vous créez un fichier texte, vous changez l'extension par JSON, et vous pourriez écrire ça à la main, et ça pourrait ensuite être lu, interprété et décodé par un programme ou une application. Donc ce serait totalement possible, totalement réalisable. Voilà pour les intérêts, ce qui me semblait être important. Finalement, pour vous donner des cas un petit peu plus concrets, quand est-ce nécessaire? Parce que peut-être vous n'en avez jamais utilisé, vous ne voyez pas forcément l'utilité de ça. Vous pourrez très bien vous contenter de simples fichiers texte. Peut-être qu'en web, vous pensez surtout aux bases de données et vous ne cherchez pas forcément à penser en termes de fichiers. Eh bien, je vous donne quelques exemples ici, notamment. En client-serveur, on s'en sert beaucoup pour tout ce qui est transmission de données justement entre le client et le serveur. C'est souvent qu'on utilise cela. Donc on a besoin d'effectuer une requête auprès d'un serveur et le serveur peut envoyer une réponse au format JSON. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver au niveau des API. Si vous utilisez des API, que ce soit celle d'Instagram, Twitter, même si maintenant elle est passée en payant, ou d'autres API qui sont ouvertes, très souvent on peut vous renvoyer les données au format JSON. Parce que c'est un format, encore une fois, qui est compréhensible, qui est utilisable partout, c'est du texte brut, et donc c'est facilement ensuite exploitable en programmation et même en informatique de manière globale. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. On peut également le retrouver dans la communication au niveau des microservices. Si vous utilisez ceci, ça fonctionne également. Plus peut-être on va dire couramment dans la sérialisation et la désérialisation d'objets. Je rappelle que ça revient simplement à en fait enregistrer, si vous voulez, l'état d'un objet dans un fichier. Donc ici un fichier JSON, et désérialiser, c'est l'inverse. À partir du fichier, on récupère en fait les informations dans un objet instancié, donc dans votre programme, que ce soit encore une fois du JavaScript, du Python, du Java, du C#, ce que vous voulez, ce serait totalement fonctionnel. Et enfin, l'utiliser plutôt de manière brute avec par exemple une base, je pense notamment à NoSQL, on peut s'en servir tel quel, ou simplement comme fichier de configuration. Voilà, vous voulez enregistrer des informations de configuration, alors même si aujourd'hui on parle surtout de fichiers d'environnement, c'est on va dire plus sécurisé, mais on pourrait très bien, pour certaines configurations qui ne sont pas on va dire critiques, utiliser le format JSON pour stocker en fait les informations de configuration. Ça fonctionnerait tout à fait et c'est parfaitement en fait l'usage qu'on peut donner au format JSON. Donc il y a plein d'autres cas d'utilisation, mais ça c'est les principaux que vous allez retrouver, et donc très certainement les usages que vous allez avoir si vous vous intéressez à ce format. Enfin, pour terminer en tout cas, parce que je sais que sinon des gens vont me poser des questions, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le réflexe d'aller faire leur propre recherche, donc je vous donne quelques pistes. Si vous vous intéressez à certains de ces outils, je vous ai indiqué des choses qui sont disponibles, des bibliothèques, des extensions qui sont disponibles pour JSON. Alors c'est pareil, JSON, vous voyez qu'il y a quand même quelques limites. Donc bien évidemment, il y a des bibliothèques qui étendent en fait les fonctionnalités de JSON, ça peut exister, mais ce n'est pas quelque chose de natif. Comprenez qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en JSON. Par exemple, on ne peut pas écrire de commentaires. Voilà. Comme dans un langage de programmation, vous ne pouvez pas mettre des commentaires. Par contre, il peut exister des extensions de JSON, d'autres bibliothèques qui, elles, les autorisent. Voilà. Il y a des implémentations différentes qui ajoutent des choses en plus que JSON n'autoriserait pas au départ. Dans tous les cas, moi je vous recommande de passer par un validateur. Vous tapez JSON Validator, vous aurez celui de JSLint justement. Comme ça, vous copiez-collez votre code en JSON et il peut l'analyser, donc éventuellement trouver des erreurs de syntaxe et vous assurer en fait que votre fichier est valide. Parce que s'il ne l'est pas, évidemment, ça pose problème. Autre point aussi, avant de passer aux différents exemples, j'allais oublier ça, mais c'est quand même important, le point de vue sécurité. Forcément, comme on a une certaine liberté au niveau des données, il y a des choses à prendre en compte. Il y a très peu de types, évidemment, donc bien sûr, si on veut représenter ou vérifier des types bien précis, ce ne sera pas le cas ici. Dans un langage de programmation, notamment les langages fortement typés, vous avez vu qu'on va faire la distinction entre un entier, entre une approximation d'un nombre réel, donc un nombre à virgule flottante, et d'autres cas également. Là, au niveau de JSON, c'est du texte brut.
Donc ici, vous pourriez noter un entier de la taille que vous voulez. Pareil pour un nombre ici à virgule flottante. Il n'y a pas en fait de limite par rapport à ça. Donc attention un petit peu à tout ça. Si vous voulez ensuite récupérer ces données, donc les décoder pour les utiliser dans un programme, vous devrez en tant que développeur bien évidemment vérifier l'intégrité et surtout le fait que ces données sont compatibles, conformes, etc. Parce que rien ici ne garantit, il n'y a pas de vérification, de correction au niveau des valeurs passées ici. Donc si vous essayez de passer un entier par exemple trop grand, vous comprenez un petit peu le genre de problème qu'il y aura. Donc pensez à tout ça, encore une fois. Pareil, il n'y a pas au niveau des types de données, on parle de nombres. Donc la distinction entre entier, nombre à virgule flottante, simple précision, double précision, il n'y a pas. C'est juste on a une valeur numérique qui est dans une syntaxe qui est la même, c'est-à-dire sans double guillemets, mais on ne fera pas pour autant la distinction entre les deux au niveau de JSON. Donc tout ça est à prendre en compte par rapport à tout ce que vous savez. Et comme je vous le disais, on ne peut pas écrire de commentaires non plus si on veut commenter certaines parties, sauf en utilisant éventuellement certaines extensions. J'en reviens à la dernière partie avant d'aller trop vite. Donc les quelques outils que vous avez. Alors par rapport à des outils que j'ai déjà utilisés, des outils qui sont plutôt, on va dire, recommandés dans le milieu. Donc au niveau de C++, on a la bibliothèque qui en plus est assez moderne de Niels Lohmann, qui est pas mal en C++. Au niveau de C#, c'est natif. Vous avez tout simplement cet espace de nom, donc JSON directement, et d'autres également qui sont inclus là-dedans. Donc pas besoin d'installer quelque chose en supplément. Au niveau de Java, vous avez ça, il faudra l'installer, c'est dans un package supplémentaire qui n'est pas disponible nativement, mais qui est JSON Object. Il y en a d'autres également, on travaille avec des tableaux par exemple. JavaScript, puisque à la base, JSON est fortement rattaché à JavaScript, il dépend de ça, puisque JSON veut tout simplement dire JavaScript Object Notation, donc ça provient à la base en tout cas de JavaScript, même si aujourd'hui c'est un format ouvert qui est donc compatible et disponible un petit peu partout. Mais vous avez l'objet global JSON en JavaScript qui existe. En Lua, il y a tellement d'outils, j'ai pas encore fait au moment où je fais cette vidéo de cours Lua, mais comme c'est quelque chose qui en tout cas est prévu pour la chaîne, voilà, il y a pas mal d'outils qui sont disponibles, donc là vous avez l'embarras du choix, notamment celui-ci qui est peut-être un peu plus ancien, mais on a des outils un peu plus récents. PHP, on a surtout des fonctions pour faire l'encodage, le décodage JSON, mais ça suffit amplement. En Python, en Ruby, nous avons des modules déjà présents nativement, donc pas besoin, à condition bien sûr d'avoir des versions à jour, ça va de soi. Et Rust, vous avez le crate JSON qui fonctionne très très bien à ce niveau-là. Et vous avez quelques outils disponibles aussi dans ce langage. Donc vraiment, vous avez ce qu'il faut, puis après, à vous de faire vos recherches. Il n'y a pas que ça, comme d'habitude. Il y a plein de gens qui ont écrit des bibliothèques, parce que vous doutez bien, vous n'allez pas à la main parser, analyser un fichier texte pour voir en fait comment il est formaté, pour vérifier que c'est du JSON et décoder les informations telles quelles. Après, sauf si vous voulez faire ce genre d'exercice, mais bien évidemment, il existe déjà, dans tous les langages de programmation, je pense, tout ce qu'il faut déjà en termes de bibliothèque pour encoder et décoder du JSON sans problème. Voilà, on en terminera. Pour le coup, c'est celle-là, cette dernière diapositive, je l'avais oublié. Au niveau d'autres formats dont on a déjà parlé, dont on parlera aussi peut-être à l'avenir si ça n'a pas encore été fait au moment où je fais cette vidéo sur la chaîne. Donc vous avez HTML qui fait partie des formats de données puisque ce n'est pas un langage de programmation, c'est même ce qu'on appelle un langage déclaratif ou un langage de présentation, donc qui permet justement via un système de balises, un peu comme son voisin ici XML, d'écrire des pages web. On a le format CSV, donc comma separated, d'ailleurs c'est un D ici, pas un S, bref, values. Donc là, format très 5 permet notamment de faire des tableaux, on sépare les valeurs par des points-virgules, bref, ça prend en charge des encodages, très pratique aussi. On a le XML bien sûr, donc qui est souvent utilisé pour de la configuration également. Donc on va dire qu'avant en JSON on utilisait surtout XML et aujourd'hui c'est un peu au choix, c'est selon les besoins, les préférences. Voilà, il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est vraiment en fonction des besoins que vous avez, de la quantité de données que vous avez, du contexte. Voilà, c'est dans un cas peut-être qu'XML sera mieux, dans un autre cas on va plutôt choisir JSON. À vous de voir, mais vous pouvez utiliser les deux, il n'y a aucun problème. Et on a d'autres cas, YAML, XAML, qui sont des fois un peu plus spécifiques, notamment pour les interfaces graphiques ici. YAML, c'est un autre cas aussi, on le retrouve pas mal en web et dans les configurations système. Et le format INI, donc, qui a été créé par Microsoft, qu'on a déjà utilisé, notamment en PHP, pour des fichiers de configuration, même au niveau de MySQL. Assez simple. Voilà. Donc généralement, vous pouvez déjà retrouver des vidéos en architecture faites sur ces autres formats. Sinon, il faudra attendre, c'est que certaines ne sont pas forcément encore publiées. Donc j'en ai fait et j'en ferai sur certains de ces formats-là pour que vous ayez évidemment pas mal de vidéos théoriques sur ça et que vous puissiez en tout cas utiliser et mettre en pratique un petit peu ces formats de données dans vos différents programmes et vos applications. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire et concise. Je voulais pas faire trop long puisque c'était assez simple tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Maintenant, c'est à vous d'utiliser, si besoin en tout cas, ce format de données, ça peut vous servir, si ce n'est pas encore fait en tout cas.
Et comme ça, vous verrez un petit peu tout l'intérêt qu'il y a de s'en servir en programmation. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à penser aux commentaires si vous avez d'éventuelles questions. Ciao tout le monde.